Alors voyons maintenant quelques méthodes de purification. Donc on a mentionné déjà la partition de phase, qui permet de séparer des molécules de polarité différentes. Il faut mentionner aussi la SPE, Solid Phase Extraction, dont on va parler un petit peu, les techniques de chromatographie préparative qu'on évoquera dans le chapitre chromatographie, et d'autres techniques qui sont assez nombreuses. C'est une science en soi, hein, la séparation, qui peut se faire à différentes échelles, soit miniaturisée au laboratoire, soit carrément à l'échelle industrielle avec de très grands dispositifs. Alors voyons la SPE, Solid Phase Extraction. Donc l'idée est de placer l'extrait dans un tube contenant une phase stationnaire, on appelle ça une cartouche, et qui elle-même va être montée sur un petit dispositif de pompe à vide, donc qui exerce une tension, hein, une pression négative, permettant de faire s'écouler l'extrait dans la cartouche à travers la phase stationnaire. Et en dessous, on positionne des tubes dans lesquels on va collecter les différentes fractions liquides qui sortent de la cartouche. Donc le principe est le suivant. En 4 étapes, on va d'abord conditionner la cartouche en la mouillant avec un solvant. On ne travaille jamais sur une cartouche sèche. Ensuite, on dépose l'échantillon délicatement au goutte à goutte sur la phase dans la cartouche. Et on va laver la cartouche avec un solvant qui va éluer les molécules indésirables, celles qu'on souhaite enlever de l'extrait, et ne surtout pas éluer les molécules qu'on souhaite doser, qui doivent rester accrochées à la cartouche. Donc pour ça, il faut choisir, avec beaucoup de minutie, la cartouche et la phase qu'elle contient, hein, comme une phase chromatographique, de façon à retenir les molécules d'intérêt. Et puis dans un quatrième temps, on va appliquer un autre solvant qui cette fois va décrocher les molécules d'intérêt qu'on pourra collecter donc dans un tube placé sous la cartouche. Voilà un exemple donc avec une encre noire qui est un mélange de différents pigments. On la dispose sur la colonne, ou cartouche. On va éluer avec un premier solvant qui va entraîner les molécules de couleur jaune, un deuxième solvant qui va entraîner les molécules de couleur rouge et un troisième les molécules de couleur bleue. Donc on voit que l'interaction de ces molécules avec la phase et les solvants est différente. On retrouve ici un petit peu le principe de la chromatographie qu'on évoquera un petit peu plus tard. Une autre technique très utilisée donc, en préparation d'échantillons consiste tout simplement à filtrer les extraits de façon à se débarrasser de toutes les petites particules solides qui pourraient occasionner des bouchages ou des dégâts sur les appareils analytiques comme la LCMS ou la GCMS, donc les seringues, les capillaires qui constituent ces machines, pourraient être bouchés. Donc on va le faire également aussi après avoir conservé au froid l'extrait un certain temps, parce qu'il peut y avoir une formation de précipité. Donc un certain nombre de molécules qui polymérisent ou qui précipitent, et on ne veut pas là non plus qu'elles puissent endommager le dispositif analytique. Donc ces filtres se placent au bout de seringues, et il existe d'autres dispositifs dans des microtubes qui permettent de filtrer par centrifugation. Je ne rentre pas dans les détails, mais là encore, il faut être vigilant au choix du filtre. Un simple filtre de cellulose pour filtrer des extraits aqueux, mais si on utilise des solvants ou des mélanges contenant des acides, eh bien on prendra des filtres polymériques comme le PTFE. Ils peuvent avoir aussi des propriétés physico-chimiques un peu différentes, être hydrophiles ou hydrophobes, en fonction donc de l'extrait lui-même. Enfin, dernier critère de choix, évidemment, la taille. On va vouloir éliminer toutes les particules qui sont supérieures à 1 micromètre, ou qu'il existe des filtres de 0,45 ou 0,22 micromètres. Sur 0,22, l'intérêt, c'est qu'on va aussi filtrer toutes les bactéries. Parmi les techniques qu'on peut utiliser ensuite pour finir l'extraction ou aider à l'extraction, eh bien, les systèmes d'évaporation et de concentration. Donc, ils ont pour intérêt soit de ramener l'extrait à sec, pour changer de solvant, par exemple, soit de concentrer l'échantillon de façon à pouvoir analyser plus facilement les molécules peu abondantes. Donc le premier système, c'est le rotavapor, hein, évaporateur rotatif. L'échantillon est placé dans un ballon qui est dans une enceinte chauffée ici. Le ballon tourne de façon à homogénéiser la température, à éviter que l'extrait sec se colle en bas. Et puis ce chauffage va vaporiser le solvant qui passera dans un système de refroidissement ici et sera recondensé et récupéré en goutte à goutte dans un autre ballon.
Donc ça, c'est très utilisé à condition d'avoir, plutôt en pharmacognosie, à condition d'avoir donc des extraits abondants et peu nombreux. C'est pas du tout faisable sur un très grand nombre d'échantillons. Ce qui est beaucoup utilisé en revanche en métabolomique, c'est un autre dispositif qui est le speedvac, hein, donc, qui consiste, concentrateur sous vide, qui consiste donc en une enceinte dans laquelle on peut placer les échantillons contenant donc les extraits, pardon, et cette enceinte est hermétiquement fermée et reliée à un système de piège à froid, donc qui est à basse température, qui va piéger les solvants, et une pompe à vide qui va réaliser le vide dans l'enceinte où se trouvent les extraits. Donc le solvant est évaporé sous vide, on peut éventuellement chauffer, c'est pas obligatoire, et le solvant va être piégé dans un piège à froid ici et recollecté dans une poubelle. Tout ça se fait sous vide, donc en l'absence d'oxygène, ce qui est assez intéressant aussi pour limiter les risques d'oxydation des molécules. Et de la même façon qu'avec le rotavapor, on peut soit concentrer l'échantillon, soit totalement le sécher. Enfin, dernière technique, ben, les extraits sont stockés à froid, à moins 80, moins 20, si la durée de stockage n'est pas trop longue, n'excède pas quelques jours. Alors, en ce qui concerne l'extraction, il y a aussi une exigence de développement de méthode, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux différents échantillons qu'on est amené à analyser, et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle un QC, un Quality Control ou un pool. Le pool, c'est tout simplement un échantillon qui est constitué d'une petite partie de chacun des échantillons de l'expérience. Donc on prélève quelques milligrammes, la même quantité de chaque échantillon, qu'on mélange, pour donner un nouveau lot de poudre, et cette poudre s'appelle le pool ou le QC. L'avantage, c'est qu'on en a beaucoup, il est abondant, c'est un échantillon qui est aussi représentatif de la manip, on trouvera dedans, quoique dans des proportions fausses, mais l'ensemble des molécules présentes dans l'expérience, et on pourra faire des tests d'extraction, et différents tests, d'ailleurs on verra que ce QC, ce Quality Control, sert à beaucoup de choses quand on fait un développement méthodologique. Le QC, il est utilisé donc pour adapter le ratio quantité d'échantillons par volume de solvant dans les microtubes, de sorte à s'assurer qu'on épuise les molécules, même les plus abondantes. Donc on va réaliser des tests d'épuisement, c'est-à-dire que sur le QC, on va extraire 3 fois le culot successivement et mesurer la teneur dans des différents métabolites dans chacune de ces fractions, dans chacun de ces épuisements. Ça nous permettra de savoir quel est le pourcentage de molécules qu'on a extrait la première fois avec un premier volume de solvant, le pourcentage qu'on a extrait la deuxième fois et la troisième fois. L'idée étant, dans l'idéal, de tout extraire à la première extraction, tout simplement pour limiter la manutention et le temps passé à faire les extractions. Enfin, en tout cas, il faut s'assurer qu'on a un ratio quantité d'échantillons sur volume de solvant qui suffit à épuiser. Le deuxième usage, c'est d'adapter la quantité d'échantillons injectés, c'est en lien aussi avec sa concentration, pour s'assurer de rester dans la zone de linéarité de l'instrument de mesure, c'est-à-dire dans la gamme dynamique, la gamme de concentration dans laquelle l'instrument délivre une réponse proportionnelle à la quantité, à la concentration de l'échantillon. On va pouvoir également avec tester différentes méthodes d'extraction, s'assurer qu'on a une méthode optimisée. On va pouvoir tester aussi la chromatographie pour optimiser la séparation des molécules et éventuellement tester des effets mémoire, voir si certaines molécules restent dans le système analytique et contaminent les échantillons suivants. On peut également dans le QC procéder à une première exploration de l'échantillon, essayer de trouver les molécules qui sont présentes ou développer des approches quantitatives. On verra le cas de la Multiple Reaction Monitoring, MRM, avec un triple quad, par exemple. L'avantage, c'est que cet échantillon, le QC, est abondant, il n'est pas précieux, et il est représentatif de l'expérience. On peut également s'interroger sur la présence de molécules dans l'échantillon pour choisir un standard interne. Le standard interne est une molécule absente de l'échantillon qu'on rajoute de façon à rendre compte des variations techniques indésirables au cours des manipulations. Le standard interne doit être absent de l'extrait, donc on peut le vérifier dans le QC. Et enfin, donc, le QC va être utilisé pour salir la source volontairement de façon à stabiliser le signal, on verra quand on parlera de spectrométrie de masse, et aussi corriger la dérive du signal, qui est liée à l'encrassement de la source aussi, au fur et à mesure des injections. Donc le QC
vraiment un échantillon clé pour faire du développement méthodologique qui est extrêmement pratique. Voyons ici le cas de l'épuisement de l'échantillon, qui est quand même très important, qui n'est pas toujours réalisé malheureusement en métabolomique, mais c'est pourtant quelque chose d'essentiel. Donc l'idée, c'est de s'assurer que la quantité de solvant utilisée est suffisante pour extraire toutes les molécules de l'échantillon. Donc ce qu'on va faire, c'est 3 extractions successives du même échantillon. Donc, vous voyez que on récupère à chaque fois, donc après extraction, le surnageant, donc l'extrait avec le solvant qui a solubilisé les molécules. On le met de côté et on récupère le culot donc contenant encore éventuellement des molécules, qu'on réextrait avec un nouveau volume de solvant. On fait exactement le même processus et on le refait une 3e fois. Donc on se trouve avec 3 extraits d'épuisement successifs. Donc le premier extrait, le deuxième c'est le premier épuisement et le 3e extrait c'est le 2e épuisement. Et on va regarder la quantité des molécules. Mettons ici on a 4 molécules d'intérêt, 1, 2, 3, 4, qu'on retrouve dans les différents extraits. On va par convention donner la valeur 100% au premier extrait, et on va regarder ce qu'il reste dans le premier épuisement et dans le 2e épuisement. On voit que pour la molécule 1, on ne retrouve que 13% de la valeur de l'extrait 1 dans l'extrait 2, et 3% de la valeur de l'extrait 1 dans l'extrait 2. Donc ça veut dire que on a bien extrait, disons de façon satisfaisante, la molécule 1 avec le premier extrait. C'est arbitraire, on pourrait décider que ce seuil n'est pas assez bas et qu'on voudrait trouver moins de 10% dans les 2 épuisements. Donc là, c'est un seuil qu'on doit fixer soi-même. En général, moi, je le fixe à 10%. Si on trouve plus dans le premier épuisement que 10%, par exemple, ici, on retrouve pour la molécule 2 46% de la valeur de l'extrait 1 dans l'extrait 2. Donc ça veut dire clairement que lors de la première extraction, la molécule n'a pas été entièrement extraite. Ce sera valable aussi pour la molécule 3. Donc là, eh bien, on voit qu'il va falloir augmenter le ratio solvant sur masse d'échantillon. Si on travaille dans un microtube à volume de solvant constant, on va simplement diminuer la masse d'échantillon, la masse de prise d'essai. Ou alors, il faudra se résoudre à extraire plusieurs fois les échantillons le jour de l'expérience, quand on va analyser les échantillons, et pouler ensuite ces fractions. Ceci a plein d'inconvénients parce que ça va donner beaucoup plus de travail, et en plus, ça va diluer les molécules, puisque on va les diluer dans 2-3 volumes de solvant par rapport à ce qu'on pourrait obtenir si on n'avait fait qu'une seule extraction. Donc plutôt essayer de développer la méthode de façon à avoir un ratio solvant-masse d'échantillon d'emblée satisfaisant. Autre point clé, on a vu, il faut vérifier que les échantillons produisent une réponse dans l'appareil de mesure dans la gamme linéaire de concentration. Donc une réponse d'un instrument de mesure, c'est toujours en forme de S. Vous avez la concentration de l'extrait en molécules en abscisse, l'intensité du signal en ordonnée. Eh bien, au départ, l'appareil ne donne aucun signal. On est juste dans le bruit de base de l'appareil, parce que la molécule n'est pas assez concentrée, l'appareil ne détecte rien. Et puis on a une phase exponentielle, une phase linéaire, dans laquelle la concentration de l'extrait donne un signal proportionnel, et puis la saturation du détecteur, on a beau rajouter des molécules, concentrer l'extrait, le signal va stagner, plafonner, tout simplement parce que le détecteur est saturé en molécules. Donc ce qu'on souhaite, c'est se trouver dans la gamme dynamique ici, avoir une gamme dynamique la plus large possible, mais en tout cas, les extraits doivent se trouver dans la zone linéaire ici. Donc tout ça a un nom, hein, la limite de détection et la limite de quantification, donc qui sont deux limites intrinsèques à chaque appareil. La limite de détection, donc on va dire que c'est 3 fois le bruit. Quand on a un signal simplement à 3 fois le bruit, on considère que ça n'est pas inférieur à 3 fois le bruit, ça n'est pas quantifiable. Limite de quantification, ça n'est pas détectable, pardon. Et limite de quantification, c'est quand on a un signal qui est au-delà de 10 fois le bruit de fond. Donc là, de la même façon, il faut adapter le ratio solvant-masse d'échantillon, modifier le volume d'échantillon injecté, ou bien diluer ou concentrer l'extrait avant injection, de façon à se trouver dans la gamme linéaire. On va passer maintenant aux techniques séparatives, donc à la chromatographie.
Qu'est-ce que la chromatographie? Eh bien, c'est une technique permettant de séparer les molécules d'un mélange par interaction différentielle de ces molécules avec une phase stationnaire qui est une résine dans une colonne et une phase mobile qui est un gaz ou un solvant selon le type de chromatographie. Donc les paramètres importants de la chromatographie à connaître sont les propriétés physico-chimiques des molécules, les propriétés physico-chimiques de la phase stationnaire et les propriétés physico-chimiques de la phase mobile. Deux grands types de chromatographie. Je ne vais pas du tout être exhaustif, je vais me contenter de parler de ce qu'on utilise le plus en métabolomique. La chromatographie en phase gazeuse, la séparation des molécules se fait selon leur température de volatilisation. Donc on trouve différents acronymes, GC, CPG, GCMS, GCFID, etc. GC pour gaz chromatographie. Ça se fait à l'aide de colonnes capillaires. Le gaz vecteur est un gaz inerte, l'hélium, le dihydrogène ou le diazote, et ça marche avec les composés faciles à volatiliser ou qui sont transformés chimiquement d'abord, c'est-à-dire dérivés chimiquement, avant pour les rendre volatiles. Ensuite, la chromatographie en phase liquide, la séparation cette fois est fondée sur la polarité des molécules, donc les interactions hydrophiles, liaison hydrogène, charge nette, interactions hydrophobes, etc., entre les molécules, le solvant et la colonne. Les acronymes qu'on trouve sont HPLC, CLHP, LC, UPLC, LCUV, LCMS, etc. Cette fois, donc, la colonne est une colonne en métal remplie de microbilles de silice greffé. Le vecteur est un solvant organique, donc de l'eau, du méthanol, de l'acétonitrite, de l'isopropanol, etc., ou un mélange de solvants, le plus souvent. Et puis, ça marche évidemment avec les composés qui sont solubles dans ces solvants. Commençons par la chromatographie en phase liquide. Voici un schéma théorique d'un dispositif de chromatographie en phase liquide. On va commencer par la colonne, ici, vous voyez, qui est un tube de métal rempli de microbilles de quelques microns de diamètre. Ces microbilles de silice portent des greffons qui confèrent leurs propriétés physico-chimiques à la phase stationnaire. La plus connue étant la C18, on va en parler un petit peu après. Cette colonne est placée donc, dans un four thermostaté qui permet de standardiser la procédure de déplacement du fluide dans la colonne, et éventuellement de le faciliter en faisant baisser la pression. Plus on chauffe, plus on diminue la viscosité. En amont, la colonne est reliée à un injecteur qui contient les échantillons et un robot va prélever une partie de l'échantillon, quelques microlitres, pour les injecter en tête de colonne. Et le tout, en amont, est relié à un circuit donc, de pompe contenant, donc, utilisant des mélanges de solvants, solvants qui sont la phase mobile, donc eau, méthanol, acétonitrile, etc. Le solvant est poussé dans le système, il emporte l'échantillon à travers la colonne, et en sortie de colonne, donc le flux de solvant se dirige vers un détecteur qui peut être un spectromètre de masse. Tout ça étant piloté par un ordinateur avec des logiciels dédiés. Voyons le principe de façon très schématique. On imagine donc qu'on a ici notre colonne qui est un tube de métal rempli de phase solide à base de silice greffé. Nous avons donc en tête de colonne, venant de l'injecteur, un mélange de deux molécules qui vont être poussées par la phase mobile, c'est-à-dire un mélange de solvants. On va voir le cas le plus fréquent où on utilise un gradient binaire, c'est-à-dire qu'on utilise un mélange de deux solvants. Au départ, les pompes sont réglées de façon à fournir 95% d'eau et 5% d'acétonitrile. On voit ici la programmation du pourcentage d'acétonitrile au cours du temps, qu'on appelle le gradient de solvant. À ce stade, les molécules sont mélangées et il n'y a pas encore de signal chromatographique. Lorsqu'on atteint un certain pourcentage d'acétonitrile, la polarité de la phase mobile change et va entraîner plus facilement les molécules, la molécule 1 ici, qui est représentée en bleu, qui est suffisamment polaire, donc elle interagit moins à ce moment-là avec la phase stationnaire et plus avec la phase mobile, elle commence à se déplacer et elle va se déplacer jusqu'au détecteur. La molécule 2 est encore largement retenue, elle avance beaucoup plus lentement, car elle est moins polaire et elle interagit avec la phase stationnaire lorsqu'on a seulement 40% d'acétonitrile. Lorsqu'on atteint 60% d'acétonitrile, la molécule 1 a fini par être éluée, elle a atteint le détecteur et procuré un signal sous forme d'un pic, comme ça, avec le sommet du pic correspondant au temps de rétention de la molécule 1, le temps que la molécule 1 a mis pour être éluée de la colonne
étant donné le dispositif et les paramètres de la méthode. Et la molécule 2 commence à bouger, elle interagit plus avec la phase mobile et moins avec la phase stationnaire, jusqu'à ce que, lorsqu'on atteint 80% d'acétonitrile, elle soit éluée à son tour et produise un signal. Donc on voit ici qu'on a, en jouant sur la composition du solvant, le pourcentage d'acétonitrile dans l'eau, eh bien, séparé des molécules qui étaient mélangées. Il existe deux types de phases stationnaires, deux grands types de chromatographie. Les phases stationnaires dites normales, dans lesquelles la phase stationnaire est polaire, ça peut être de la silice pure, de la silice greffée avec des fonctions polaires, alcool, amine, etc. Mention spéciale pour la chromatographie ilique, Hydrophilic Interaction Liquid Chromatographie, dont je parlerai un petit peu, qui est une phase stationnaire normale un peu particulière. Et puis, de l'autre côté, nous avons les phases stationnaires inverses, dans lesquelles la phase stationnaire est apolaire, c'est de la silice greffée avec des fonctions apolaires, par exemple des longues chaînes de 18 carbones. Les phases mobiles donc, sont constituées de solvants ou de mélanges de solvants, qu'on a ici classés par polarité croissante, depuis l'hexane jusqu'à l'eau, en allant vers le bas. Eh bien, en phase stationnaire normale, les éluants faibles seront les solvants apolaires, et puis les solvants forts, ceux qui décrochent les molécules de la colonne, donc seront les solvants polaires, tels que l'acétonitrile, le méthanol ou l'eau. Et en phase inverse, c'est l'inverse. L'eau est le solvant faible, et l'acétonitrile, l'isopropanol ou le méthanol sont des solvants forts. Donc la force d'élution des solvants est inverse selon qu'on est en phase stationnaire normale ou inverse. Voyons le principe des phases inverses, donc qu'on appelle aussi reverse phase, RP chromatographie. Donc vous avez le cas ici de particules de silice liées avec des chaînes en C18. Donc vous avez ici figuré une particule de silice qui fait quelques microns, 1 ou 2 microns par exemple, ou 3 microns. Et bien vous voyez qu'à sa surface, elle est hérissée de chaînes de carbone à 18 carbones, CH2, 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 etc. Donc deux fonctions très apolaires. Une autre représentation ici montre la phase et puis le solvant mobile dans lesquels baignent les fonctions chimiques C18. Ce type de colonne sera très intéressante pour séparer des composés peu polaires ou moyennement polaires. La séparation est basée sur le fait que les molécules vont interagir par interaction hydrophobe avec ces chaînes C18. En revanche, les molécules les plus polaires ne vont pas beaucoup interagir avec ces C18. Il y aura peu d'interactions carbone-carbone entre les molécules et les chaînes C18, et elles seront peu retenues par la colonne. Donc en phase inverse, voilà le genre de profil qu'on obtient. Les molécules les plus polaires avancent plus vite dans la colonne emportées par le flux de solvant, et donc elles sont éluées plus tôt. Donc on va les sortir plus tôt, elles seront au début du chromatogramme, elles auront un temps de rétention inférieur à celui des molécules apolaires. Donc ici, par exemple, la molécule bleue est éluée quand on a mis 5% d'acétonitrile dans l'eau, et la molécule orange est éluée quand on a introduit 95% d'acétonitrile dans l'eau. Il a fallu mettre plus de solvants organiques, plus de solvants apolaires pour éluer la molécule. Donc les premiers pics sont les molécules polaires, les derniers pics les molécules apolaires. Le gradient de solvant, eh bien on commence par un solvant polaire majoritairement aqueux et on finit avec un solvant plus apolaire contenant par exemple de l'acétonitrile ou de l'éthanol ou du méthanol. En termes de phase normale, je vais simplement parler de la chromatographie ilique, qui signifie Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography. Cette fois, la séparation est basée sur une partition liquide-liquide et des liaisons faibles, type hydrogène ou électrostatique, entre les molécules et la phase stationnaire. Donc, dans ce cas, la silice est greffée avec des particules polaires. Vous voyez ici donc des chaînes carbonées qui contiennent, plus ou moins longues, qui contiennent des fonctions polaires, une fonction amide ici, NH2, donc C doublon O NH2, une fonction diol, 2 alcools, ici une fonction diol, mais avec une longue chaîne, donc on parle de mode mixte, et puis ici donc un ion qui est, alors en fait c'est un zwitterion, donc on a un cation à ce niveau dans la molécule, et puis un anion ici à l'extrémité.
Donc on va pouvoir jouer sur des interactions anioniques et cationiques avec les molécules. L'idée de l'AILIC, c'est que la phase polaire va attirer l'eau, en fait, du mélange de solvants qu'on introduit, et exclure l'acétonitrile, par exemple, qui est le solvant organique apolaire dans ce cas-là. Et donc on a une espèce de double phase qui se produit, et les molécules vont se répartir dans ces deux phases en fonction de leur polarité. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble à une extraction liquide-liquide. Avec la chromatographie ilique et les phases normales en général, eh bien, cette fois, ce sont les molécules apolaires qui seront éluées le plus tôt, puisqu'elles seront dans l'acétonitrile, hein, qui n'interagit pas avec la phase, et les molécules polaires qui interagissent seront éluées plus tard. Donc on aura d'abord la molécule orange ici éluée à 95% d'acétonitrile, et la molécule bleue éluée plus tard, quand on aura augmenté la quantité d'eau, diminué l'acétonitrile, 50% d'acétonitrile. Donc cette fois, le gradient de solvant, en fonction du temps, on commence par un solvant plutôt très apolaire, et on finit par un solvant plus polaire. Les premières molécules éluées sont apolaires, les dernières sont polaires. Cette technique est très utilisée pour séparer des composés polaires. Elle est intéressante aussi parce que les molécules s'ionisent bien. On verra que l'ionisation des molécules est importante pour faire la spectrométrie de masse derrière. L'inconvénient, c'est la stabilité du système. Il faut de longues périodes d'équilibrage entre les injections pour avoir des temps de rétention stables. En chromatographie en phase liquide, il y a certaines propriétés des colonnes qui sont importantes. Le diamètre interne des colonnes, qui va conditionner le chargement des échantillons, la quantité d'échantillons qu'on pourra injecter sur la colonne, mais aussi la sensibilité, puisque plus le diamètre interne est grand, plus on fera passer de phase mobile, et plus l'échantillon sera dilué. Donc quand on a des diamètres supérieurs à 10 mm, eh bien on est en chromatographie préparative, on en reparlera, donc, qui a pour but de séparer et de collecter des molécules plutôt que de les détecter et de les analyser. Si le diamètre est de 4 mm, on est en HPLC, s'il est de 2 mm, on est en UPLC. Donc HPLC, High Performance Liquid Chromatography, UPLC, Ultra Performant Liquid Chromatography. La longueur de colonne, jusqu'à 30 cm en chromatographie préparative, semi-préparative, on va dire, plutôt de 5 à 15 cm en UPLC. Elle conditionne l'efficacité de la séparation, mais aussi des runs qui sont plus longs. La taille des particules, donc les particules de silice greffées, supérieures à 5 microns, on est en chromatographie analytique ou semi-préparative, 3 microns en HPLC classique, 1,7 micromètre en UPLC. Donc plus les particules sont petites, plus la surface de contact avec les molécules est grande, et meilleure sera la séparation, mais la contrepartie, c'est qu'on obtient une pression plus élevée dans le système. Et enfin, donc, la pression justement dans la pompe, dans tout le système, les pompes doivent fournir des débits précis et constants et encaisser un certain nombre, une certaine pression. Les systèmes HPLC peuvent encaisser autour de 2000 psi, les systèmes UPLC peuvent encaisser jusqu'à 15 000 psi, 17 000 psi. Donc voilà les deux grands types d'applications de la chromatographie en phase liquide, soit de l'HPLC ou plus souvent maintenant de l'UPLC analytique. Donc l'objectif ici est de séparer les composés d'un mélange complexe, un extrait de plante par exemple, pour les identifier et les quantifier à l'aide d'un détecteur, un spectromètre de masse par exemple. Et puis l'HPLC préparative ou semi-préparative, ça dépend de la taille du système, qui consiste à purifier les composés. Donc l'idée, c'est moins de les analyser et de les identifier, c'est souvent des composés qu'on connaît déjà, mais on veut les purifier de façon à les utiliser ensuite, soit comme standard pur pour faire des dosages, soit pour réaliser des tests enzymatiques et vérifier si ces molécules ont des propriétés pharmacologiques, par exemple. Alors on va voir un petit peu plus en détail ce qu'est une UPLC, Ultra Performant Liquid Chromatography, hein. Donc c'est un système HPLC, disons, moderne, qui est assez compact. Donc voilà comment c'est organisé. On a en bas ici un système de pompes binaires. On voit deux pompes, hein, chacune ayant deux pistons. Et intermédiaire ici, on a le passeur d'échantillons qui contient des portoirs avec les échantillons et un petit robot avec une seringue qui va prélever un volume d'échantillons et l'injecter dans le circuit de pompage. Ici, on a le four à colonne avec la colonne chromatographique à l'intérieur, ici. Et en sortie de colonne, on a
un premier détecteur ici qui est un barrette de diode qui va mesurer l'absorbance dans l'UV et le visible des molécules qui passent dans la cellule de détection. Et éventuellement, on peut le coupler aussi à un autre détecteur, par exemple un spectromètre de masse qui serait à côté. En haut, on trouve le réservoir de solvants, ces solvants étant branchés en bas sur le système de pompage. Un mot ici pour montrer l'avantage de l'UPLC par rapport à l'HPLC. Toute la technologie repose sur des particules de silice dans les colonnes qui sont plus petites, de 1,7 microns par exemple, et qui ont la capacité de résister à la pression, aux acides, donc il faut des phases assez costauds. Alors ici on a la hauteur de plateau théorique, c'est-à-dire en gros le nombre de pics qu'on peut caser par unité de temps dans un run de chromatographie. Et bien on voit que plus les particules sont grosses, plus la hauteur de plateau est grande, c'est-à-dire moins on peut mettre de pics par unité de temps d'analyse. Alors que plus les particules sont petites et plus on peut évidemment caser de pics dans le même temps d'analyse. Donc si on compare HPLC et UPLC, vous voyez deux runs ici qui donnent à peu près le même profil, la même séparation des molécules, mais en UPLC, c'est plus court. On a un run plus court qu'en HPLC, donc 6 minutes au lieu de 10 minutes. Les performances peuvent être bien plus impressionnantes que ça. Des fois, en 3 ou 4 minutes, on va obtenir la même chose qu'en 10 ou 15 minutes d'HPLC. Ou alors, eh bien, on applique la même durée d'analyse pour les deux systèmes, mais on aura une meilleure résolution des pics, une meilleure séparation des pics avec le système UPLC qu'HPLC. On ne va pas gagner sur tous les tableaux, hein. Donc l'UPLC, c'est surtout pour raccourcir les temps. On gagne un peu sur les deux, en fait, le temps d'analyse et la résolution des molécules. Les détecteurs qui sont associés à la chromatographie en phase liquide, il y a un grand classique qui est le PDA, Photodiode Array, ou UV. Donc c'est le barrette de diode. On trouve aussi les termes DAD, Diode Array Detector. Donc le barrette de diode, c'est un appareil qui va permettre de mesurer le spectre d'absorbance dans l'UV et le visible des molécules qui sortent de la colonne. Donc on voit ici le flux d'HPLC, on voit le bout, l'extrémité de la colonne en métal. Là, il faut imaginer la phase à l'intérieur, le flux de phase mobile qui vient de traverser et qui élue les molécules les unes après les autres, qui passent dans une cellule de mesure. On voit ici le flux et à la fin, ça finit dans une poubelle. Quand c'est dans la cellule de mesure, eh bien, la cellule donc, est soumise à un rayonnement UV. Donc il y a une lampe UV qui est renvoyée par un miroir qui donne une lumière incidente, et ici une division en deux du flux lumineux. L'un donc qui va aller sur une première photodiode. La photodiode, c'est ça, c'est un appareil qui transforme des longueurs d'onde de photons, des photons de certaines longueurs d'onde en signal électrique. Et cette photodiode va simplement permettre de connaître précisément le spectre incident, le spectre qui est émis par la lampe UV. L'autre partie du flux de lumière va traverser la cellule de mesure et atterrir sur une autre photodiode, identique à la première, mais qui cette fois mesure le flux sortant. Donc, par soustraction entre le flux incident et le flux sortant, on pourra savoir quelles sont les longueurs d'onde qui ont été absorbées par les molécules présentes dans la cellule de mesure. Ce sera le spectre d'absorbance de ces molécules. Vous avez un exemple ici. Donc on analyse une molécule qui est l'acide chlorogénique, qui est un composé phénolique. On a un chromatogramme ici avec le temps de rétention des molécules, l'intensité du signal, un pic qui correspond à la sortie de l'acide chlorogénique, donc qui est élué, vous voyez, à 20 minutes et 59. Donc on peut être sûr que c'est lui parce que son temps de rétention va être caractéristique, on l'aura vérifié avec un standard pur dans le dispositif analytique. Et si on fait un clic droit sur le pic, on obtient le spectre d'absorbance UV, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde qui ont été absorbées au moment où cette molécule passait dans le système, et on voit ces pics d'absorbance caractéristiques. Donc ça c'est intéressant parce que en combinant le temps de rétention et le spectre d'absorbance dans l'ultraviolet, dans ce cas-là, mais ça marche aussi dans le visible avec les caroténoïdes par exemple, eh bien on pourra se rassurer quant à l'identité de la molécule.
avoir de bonnes raisons de penser que c'est bien l'acide chlorogénique et pas une autre molécule qui serait éluée proche de l'acide chlorogénique. Autre machine de détection très utilisée, le fluorimètre. Alors, je précise que le barrette de diode ne marche qu'avec les molécules qui absorbent, c'est-à-dire les molécules qui possèdent dans leur structure, en général, un système de double liaison conjuguée qui va absorber certains photons de certaines longueurs d'onde. Le fluorimètre, c'est pareil, ça ne marche qu'avec les molécules fluorescentes. La fluorescence, c'est un mécanisme physique qui consiste pour une molécule à émettre une certaine longueur d'onde de lumière après avoir été excitée par une autre longueur d'onde. Donc on a un rayonnement incident qui va exciter un certain nombre d'électrons et qui vont réémettre de la lumière, donc en redescendant à leur état fondamental, et donc émettre des photons d'une longueur d'onde spécifique. Donc l'avantage, c'est qu'il est encore plus sensible que le détecteur UV, parce qu'il y a moins de bruit de fond, il y a beaucoup moins de molécules qui sont fluorescentes. Il est assez spécifique, les longueurs d'onde d'excitation et d'émission des molécules sont très caractéristiques, mais ça ne marche qu'avec des molécules fluorescentes. Donc c'est le même principe qui utilise donc des photodiodes pour mesurer les spectres d'émission. Autre détecteur qu'on peut rencontrer combiné à la chromatographie en phase liquide, c'est le Charge Aerosol Detection, donc le CAD. Alors là, le principe est assez différent puisque les molécules en sortie de colonne vont passer dans un système qu'on appelle un nébuliseur qui va vaporiser, en fait, faire passer à l'état de spray, vapeur, les molécules, ensuite les ioniser, donc ça va devenir des gouttelettes chargées, et tout ça est envoyé donc par des jeux de potentiel électrique jusque dans une électrode de collecte, donc de mesure du courant électrique lié à ces ions qui ont été produits dans cette cellule. Donc il faut pouvoir ioniser les molécules, ça c'est une des conditions. L'avantage c'est que c'est un détecteur universel, on arrive à ioniser à peu près toutes les molécules. Il est simple, il est quantitatif, donc il a une bonne gamme dynamique, et il est facile à coupler à la chromatographie en phase liquide. L'inconvénient, c'est que comme toutes les molécules vont répondre à ce type de détecteur, il faut que la séparation chromatographique soit bonne, voire excellente, de façon à ne pas avoir de coélution, à ce que des molécules ne soient pas coéluées, parce que sinon, ce qu'on verra, c'est un signal global, et on ne saura même pas, peut-être qu'on fait une erreur de quantification, si on n'est pas au courant qu'il y a plusieurs molécules éluées au même endroit.